Nous vous proposons d'écouter dans un instant Arnaud Miranda, docteur en théorie politique, associé au Centre de recherche politique de Sciences Po, prix jeune chercheur de la Fondation des Treilles en 2024 pour sa thèse d'histoire des idées politiques intitulée « Les pensées contemporaines de la décadence, un imaginaire antidémocratique ». Jeudi 4 juin 2026, Arnaud Miranda était à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la parution de son premier livre « Les Lumières sombres, comprendre la pensée néo-réactionnaire » aux éditions Gallimard et Le Grand Continent. Il était en dialogue avec Françoise Coste, professeure à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, spécialiste de la droite américaine et du Parti républicain. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses à cette rencontre avec Arnaud Miranda, qu'on est ravis d'accueillir ici à Toulouse malgré la pluie, désolé. Mais au moins vous êtes là, présents et présentes. Alors Arnaud Miranda vient nous présenter son livre paru donc il y a un petit moment maintenant, c'était en janvier dernier je crois, chez Gallimard, avec aussi Le Grand Continent dans cette collection donc, de la bibliothèque de géopolitique, Les Lumières sombres, comprendre la pensée néo-réactionnaire. Avant de laisser la parole aux intervenants, je voudrais juste présenter la modération du jour et la remercier également. C'est Françoise Coste, que vous connaissez peut-être à Toulouse, qui enseigne, alors, vous êtes professeur en civilisation américaine, spécialiste en particulier donc, de la politique intérieure américaine, notamment de Reagan. On peut dire ça comme ça. Donc merci beaucoup Françoise, à l'université de Toulouse-Jean Jaurès, l'université du Mirail. Et un dernier mot aussi pour vous dire évidemment que vous pouvez procurer le livre à l'accueil de la salle et que Arnaud, que présentera plus longuement Françoise, signera avec plaisir à la fin de la rencontre. Voilà, belle rencontre à tout le monde et merci beaucoup. Merci. Merci Maxime, merci à vous, merci Arnaud donc d'être venu nous parler à Toulouse de ce livre Les Lumières sombres. Alors, qui est un petit livre, enfin petit dans le nombre de pages, mais très dense sur le plan des idées. Donc, si j'ai bien compris, ce livre, il t'a été inspiré par ta thèse que tu as soutenue il y a 2 ans, 1 an et demi, à Sciences Po, à Paris. Et cette thèse sur la thématique du déclin dans l'histoire des idées en Occident t'a fait rencontrer le chemin donc, de ces intellectuels des États-Unis qu'on nomme néo-réactionnaires en particulier, enfin tu préciseras. Et donc tu as décidé de continuer dans cette voie, de creuser ce sillon avec ce livre que tu as rédigé, alors qu'aujourd'hui tu es postdoc, c'est ça ? À l'INALCO. À l'INALCO, oui, merci. Alors, comme tu le dis dans la conclusion du livre, et je commence par la fin, au point de vue de ton approche scientifique, ce livre, c'est un magnifique exemple d'histoire des idées. Voilà. Donc c'est une discipline qui n'a pas toujours très bonne presse, qui peut paraître vieillotte. Et en fait, toi, tu montres que quand on prend au sérieux les textes, qu'on les lit, qu'on les traduit, parce qu'il y a beaucoup de traductions que tu as toi-même réalisées, on retrouve un continent d'idées plus ou moins nouvelles qui s'inscrivent dans des circulations, on pourrait dire transnationales, transatlantiques en particulier. On remonte très loin dans l'histoire des idées en Europe, dans l'histoire de la chrétienté, qu'on mélange par la pensée intellectuelle aux États-Unis, en particulier de l'après-Seconde Guerre mondiale, de la guerre froide, qu'on mélange avec la modernité du XXIe siècle. Et ça donne donc ce mélange assez fascinant qu'on peut nommer donc lumière sombre. Donc je vais, si vous le voulez bien, poser quelques questions à Arnaud pour présenter le livre, et puis après on passera aux questions de la salle. Alors, avant de définir précisément ce que sont les lumières sombres, je voulais passer par la case de ce qu'elles ne sont pas. C'est-à-dire, ça aussi, tu le dis au début du livre, que c'est un mouvement à part entière, que l'on doit distinguer. Et là, je pense qu'on va beaucoup parler de ça ce soir. Il y a quand même des catégories intellectuelles à respecter. Et tu commences par ça en montrant que
les lumières sombres, donc ce n'est pas, en tout cas c'est très original par rapport à d'autres courants de pensée du conservatisme ou de la droite. En particulier, ce n'est pas la même chose que le conservatisme, ce n'est pas la même chose que le néolibéralisme, et ce n'est pas la même chose que l'alt-right qu'on a vu apparaître avec Trump. Alors est-ce que tu pourrais d'abord commencer par donc, une définition négative. Pourquoi ce n'est pas la même chose que le conservatisme, le néolibéralisme et l'alt-right, qui sont des termes qu'on connaît peut-être plus, que l'on utilise plus en France. Oui. Tout d'abord, je vais remercier Françoise de faire la modération et les équipes de la librairie pour l'organisation de cette rencontre. Je suis vraiment ravi d'être là et merci d'être si nombreux. Donc oui, en effet, le point de départ, le premier chapitre en fait du livre, c'est une tentative, on pourrait dire, de taxonomie, c'est-à-dire d'établir des catégories bien solides, enfin j'espère en tout cas, suffisamment solides pour se repérer dans les différents courants de la droite contemporaine. Ça vient en fait d'une frustration toute personnelle quand j'étais étudiant à Sciences Po et que je voyais utiliser très souvent ces mots de conservateur réactionnaire sans trop savoir ce que c'était. Et il n'était pas si évident que ça dans la littérature de trouver des ouvrages simples qui donnaient des définitions minimales de ce que ça voulait dire, au moins pour pouvoir se repérer, disons, avec cet appareil conceptuel minimal. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire de dire, voilà, je sais que ce n'est pas des catégories substantielles, ultra élaborées, mais de manière qu'on dirait heuristique, c'est-à-dire pour essayer de mieux comprendre le phénomène qu'on a sous les yeux, d'essayer de fixer un peu ces termes. Donc ce que j'essaie de définir déjà, c'est ce que c'est qu'une pensée de droite, ce qui est d'ailleurs peut-être le plus difficile, mais j'essaie de commencer par là, en essayant de montrer que depuis la Révolution française, si on veut, dans la pensée européenne et occidentale plus généralement, la droite, c'est une attitude qui consiste à vouloir défendre un ordre traditionnel considéré comme étant légitime et qu'on place dans le passé et qu'on veut défendre dans le présent. Et on considère que cet ordre est menacé, et notamment la figure de la décadence, c'est l'idée que cet ordre, par le temps passant, va être menacé de disparaître. Et donc quelqu'un de droite, c'est quelqu'un qui essaie de préserver ce qui compose cet ordre. Et là où je pense qu'il y a une distinction très importante à poser, c'est qu'il y a deux façons fondamentalement différentes d'être de droite et qu'on repère, c'est pas des catégories que je crée moi-même, que je repère, qu'on peut repérer dans l'histoire des idées politiques depuis la Révolution française, à mon avis, c'est l'attitude conservatrice et l'attitude réactionnaire. Un conservateur, c'est quelqu'un qui va vouloir préserver, qui est mu par une volonté de préservation des valeurs qui émanent de cet ordre. Donc des valeurs morales, religieuses, qui lui semblent légitimes, menacées, et qu'il va essayer de défendre dans un régime politique dans lequel il existe. Alors il n'est pas forcément le plus grand fan, le plus grand... il n'est pas forcément... Ce conservateur ne va pas forcément être favorable au régime politique dans lequel il existe. Autrement dit, en démocratie, tous les conservateurs ne vont pas être des grands démocrates, mais au moins ils disent qu'il s'agit de défendre ces valeurs morales, religieuses venant du passé dans ce cadre démocratique. Donc quelqu'un, pour donner des noms, même si je ne veux pas inonder la discussion de ça, mais quelqu'un comme Léo Strauss, par exemple, grande figure de la pensée politique du XXe siècle, je ne dirais pas que c'est le plus grand des démocrates, mais il a une attitude de conciliation par rapport à la démocratie en disant finalement il faut accepter les contraintes posées par la démocratie pour essayer de défendre l'essentiel de la tradition qui est menacée sans cesse par le déclin. Le réactionnaire, lui, a une attitude très différente, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout en conciliation avec le régime politique dans lequel il vit, en l'occurrence la démocratie aujourd'hui. Il va considérer qu'il est trop tard, qu'en fait la décadence a été aboutie en quelque sorte et que ces valeurs, cet ordre traditionnel venant du passé a été complètement balayé et que le seul moyen d'agir en conformité avec cet ordre, ce n'est pas d'essayer de le préserver dans le temps présent, c'est de détruire le régime politique dans lequel on vit pour recréer un ordre nouveau qui sera plus conforme à cet ordre légitime. Donc en quelque sorte, si on abuse un peu des termes, on pourrait dire que le réactionnaire, c'est presque un révolutionnaire de droite. C'est quelqu'un qui veut détruire le régime politique dans lequel il existe pour le remplacer par un ordre nouveau. Évidemment nouveau au sens nouveau mais inspiré du passé. Il y a cette étrange collision entre le passé, qui est un modèle, et le futur, parce qu'il y a une projection dans le futur, l'idée de faire un renversement, un changement de régime. Et donc les auteurs, les idéologues auxquels je m'intéresse dans le livre, donc qui sont des
des acteurs qui apparaissent à la fin des années 2000, hein, qui se constituent, on va dire, comme mouvement idéologique à la fin des années 2000, ce sont des auteurs réactionnaires, vraiment au sens littéral. Leur ciment, c'est qu'ils veulent renverser la démocratie. Pour eux, la démocratie, c'est un régime inefficace dont il faut se débarrasser. Et donc, voilà, cette distinction conservateur-réactionnaire permet de faire un peu le tri parmi les différents courants de la droite contemporaine. Et là, si on accepte cette catégorisation, il n'y a pas de doute, on a vraiment affaire à des gens qui veulent changer de régime, mettre fin à la démocratie. Merci. Et c'est justement donc dans le premier chapitre aussi, ou le deuxième, je ne sais plus, une fois que tu as posé ces distinctions, tu annonces, donc tu choisis ton focus sur ces néo-réactionnaires et tu donnes 5 éléments de définition. Donc, je vais les lister et si tu veux ensuite les réexpliquer. Alors, dans l'ordre que tu donnes, ces penseurs sont convaincus qu'il existe des hiérarchies naturelles dans les sociétés humaines. Ils sont animés d'un grand pessimisme anthropologique, en particulier sur la présence inéluctable de la violence dans les sociétés humaines. Ils détestent la démocratie, comme tu viens de l'expliquer très clairement. Ils défendent ce que tu appelles le droit à l'exit, c'est-à-dire le droit de quitter un pays, une société que tu n'apprécies pas pour aller vivre dans une autre communauté. Et enfin, et c'est peut-être ça l'aspect le plus 21e siècle, le plus intéressant, le plus peut-être aussi intriguant pour nous, ils sont définis par leur techno-optimisme. Et ce qui va faire ensuite, bien sûr, le lien avec tous les patrons de la big tech, californienne en particulier, sur lesquels je reviendrai. Mais bon, voilà donc les 5 éléments de définition. Alors tu peux peut-être expliquer exactement ce que cela signifie et comment ça s'emboîte tout ça ensemble. Oui, donc ces 5 caractéristiques, c'est ce qui me semble être le dénominateur commun de tous les idéologues que j'ai étudiés, qui sont divers, hein, c'est-à-dire qu'ils ne défendent pas les mêmes théories exactement, c'est pas uniforme. Néanmoins, ils ont des caractéristiques communes qui me semblent pouvoir être résumées comme ça. Ça permet aussi d'éclairer pourquoi je parle de néo-réactionnaires. Je n'ai pas précisé ça tout à l'heure. J'ai dit que c'était des réactionnaires, ça c'est assez clair, mais il y a ce préfixe néo. Donc il y a quelque chose qui a changé. Et en fait, ces 5 caractéristiques, on peut les diviser en deux grandes parties. Il y a les 3 premières, donc cette idée des hiérarchies naturelles qui devraient être répercutées dans l'ordre social. Donc, pour le dire autrement, ils sont obsédés par le QI. C'est-à-dire il y a l'idée que les humains ne se valent pas. Il y a cette espèce de courbe de Gauss dont ils sont complètement obsédés. C'est dû à une publication d'un livre en 1994 qui s'appelait The Bell Curve, qui a été très célèbre aux États-Unis, qui a eu une grande influence sur la pensée de droite, et qui est l'idée qu'il y a une répartition en forme de courbe de Gauss de l'intelligence qui est mesurée par le QI, et donc l'élite à fort QI est très, très minime. Et en plus, elle est répartie à la fois du point de vue du genre et du point de vue de la race. Autrement dit, l'élite de l'élite sont des hommes blancs, juifs ashkénazes de préférence ou asiatiques de l'Est. Voilà, c'est un peu leur fantasme de ce qu'est une élite au sens naturel. Et donc, puisque ce sont les plus intelligents, c'est eux qui doivent gouverner la société. Et donc l'égalité, c'est un fantasme. Et ça, finalement, c'est une autre manière de reprendre un topos de la pensée réactionnaire, c'est l'idée qu'il y a une élite qui doit être aux commandes. Il y a ce pessimisme anthropologique, ça c'est l'idée que comme on ne peut pas évacuer le conflit, il faut une autorité forte, donc un État extrêmement absolu, en fait, avec une souveraineté absolue pour maintenir l'ordre, et il y a cette détestation de la démocratie. Ça, c'est assez typiquement réactionnaire. Là où ça devient néo, si j'ose dire, c'est avec ces 2 derniers éléments qui sont peut-être un peu plus énigmatiques et que je vais essayer d'expliquer. Donc il y a ce fameux droit à l'exit. C'est paraître un peu énigmatique. En fait, c'est l'idée qui vient d'un courant qui n'est pas originellement états-unien, mais qui vient d'Europe. C'est le libertarianisme, mais qui a pris particulièrement aux États-Unis du fait, à mon avis, d'une culture qui était propice à la réception de ce courant. Le libertarianisme, je vais synthétiser un peu c'est un peu une réduction, mais globalement, on peut dire que c'est l'idée de réduire l'État à son minimum, voire de le faire disparaître. Donc, ils sont dans cette inspiration libertarienne. Donc, ça peut paraître paradoxal avec cette idée d'un État fort, mais en fait, pas à leurs yeux. L'idée, c'est de réduire la voilure de l'État. Donc, enlever la bureaucratie, enlever les subventions, enlever en fait finalement l'étendue, la superficie de l'État, il faut la réduire au minimum. Donc réduire la voilure de l'État, mais sur les fonctions régaliennes, une souveraineté absolue. Autrement dit, on laisse l'absolue décision au chef d'État, d'État en matière de sécurité et de maintien de l'ordre. Donc c'est bien une souveraineté absolue, mais avec un État minimal, avec ce fantasme anti-communiste, et donc avec l'idée que le pire ennemi, c'est l'État bureaucratique.
Et donc, ils sont dans cette inspiration libertarienne. Et un des éléments qui reprennent de cette tradition libertarienne, c'est néo-réactionnaire qui m'intéresse, c'est l'idée qu'il faut concevoir l'État comme une entreprise. Et ça c'est assez difficile à comprendre, à mon avis, quand on a été formé, surtout en France, avec une tradition républicaine très forte. C'est l'idée de rompre avec le modèle qu'on a de l'État, de la légitimité de l'État, qui consiste à dire l'État est légitime parce que les citoyens participent d'une manière ou d'une autre à son existence. On participe à des élections, on participe à une volonté générale qui légitime l'existence de l'État. Ça, ils refusent. Ils pensent que c'est une fiction totale dont il faut se débarrasser. L'État, quand on le regarde dans les faits, c'est une entreprise qui garantit un service, c'est-à-dire de sécurité et de conditions économiques, de la possibilité de faire du commerce et donc de la prospérité. Et donc ils disent, puisque l'État est une entreprise, il faut l'organiser de manière rationnelle. Et la démocratie, c'est terrible comme manière d'organiser une entreprise. C'est pas en faveur des scopes, quoi, typiquement. La manière d'organiser une entreprise, c'est quoi ? C'est de mettre un PDG à sa tête en lui donnant les pouvoirs, les pleins pouvoirs pour qu'il prenne des décisions verticales et efficaces. Et donc la contrepartie, en quelque sorte, de ce modèle, c'est que, en tant que client, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez partir et chercher une autre entreprise qui vous plaira plus. Et donc il y a cette idée que par la compétition entre les États, la qualité de service de chaque État va s'augmenter avec cette compétition entre tous les pays. Et donc, finalement, le système le plus rationnel, c'est cette espèce de fantasme de l'État-entreprise qui est en compétition avec d'autres États-entreprises. Et donc, poussé par cette compétition, va garantir un excellent service et donc être un État extrêmement efficace. Ça, c'est un peu particulier et c'est, je pense, assez étranger à notre manière de fonctionner, mais c'est essentiel pour comprendre la mentalité, l'option théorique de ces acteurs qui sont d'inspiration libertarienne. Et le deuxième élément, c'est, je vais essayer de faire un peu plus court, mais c'est le techno-optimisme. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que, pour le dire autrement, les réactionnaires, généralement, ils n'aiment pas trop la technique, parce que la technique, ça détruit une forme de nature humaine, et les gens qui sont attachés à un ordre traditionnel, généralement, n'aiment pas trop la technique, le voient comme certains auteurs, comme Carl Schmitt, par exemple, un grand réactionnaire, dirait que c'est presque l'esprit du diable, quoi. Là, on n'a pas du tout affaire à ce genre de réflexion. L'idée, c'est que la révolution politique doit servir à déréguler complètement l'innovation technologique. Donc, vraiment laisser libre cours à l'initiative privée, en l'occurrence à des expérimentations, notamment transhumanistes, etc., avec cette idée que, justement, avec cette idée de réduire la voilure de l'État, laisser libre cours aux initiatives privées pour faire entrer l'humanité dans une ère nouvelle. Donc c'est pas simplement comment on pourrait dire ça, une affinité particulière avec la technologie, c'est vraiment l'idée que la technologie est la finalité de la révolution politique. C'est de laisser libre cours, de déréguler complètement la technologie. Et donc ces deux éléments, libertarianisme et technologie, en fait, on les comprend assez bien quand on regarde d'où vient ce courant. Il est fondamentalement lié à un milieu très spécifique qui est celui de la tech, et en particulier des ingénieurs de la tech, qui est rattaché traditionnellement aux États-Unis à la Silicon Valley, et qui est connu pour sa tradition à la fois libertarienne et évidemment pro-tech, puisque c'est cœur du réacteur de l'innovation technologique aujourd'hui aux États-Unis. Alors justement, merci pour la transition. Une des réflexions que je me suis faite plusieurs fois en te lisant, c'est que donc on a affaire à des penseurs qui d'une droite très 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 dure, qui veulent instaurer une élite au pouvoir, et en même temps, on pourrait dire ça c'est pas très nouveau, mais en même temps c'est une élite totalement différente de ce qu'on a pu avoir par le passé, parce que c'était mon impression, est-ce qu'elle est erronée ou pas, c'est quand même globalement, tous les gens, après quand tu fais cette galerie de portraits, c'est souvent des outsiders, quoi. C'est-à-dire qu'ils viennent pas des élites traditionnelles. Peter Thiel, dont tu parles beaucoup, il est né en Allemagne, il a beaucoup voyagé avec ses parents, il a passé plusieurs années en Afrique du Sud, comme Musk, évidemment. Nick Land, dont tu parles, lui, il est anglais. Curtis Yarvin, dont tu parles beaucoup, je crois qu'il est juif. Donc, c'est pas du tout les grandes familles de l'Est, les WASP, qui vont à Harvard ou Yale depuis 10 générations. C'est quand même socialement un groupe très distinct de ces élites traditionnelles, non ? Oui, absolument. D'ailleurs, c'est moi ce qui m'a vraiment intéressé dans ce courant, c'est que
c'est pas le seul courant, mais c'est un des courants qui contribue aujourd'hui à redéfinir idéologiquement le Trumpisme. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus proches de ces élites traditionnelles, notamment des grandes élites, notamment catholiques, enfin chrétiennes en général et en particulier catholiques, qui en effet sont pour la plupart des universitaires ou des journalistes déjà institutionnellement reconnus. Là, on a affaire à un courant, en effet, qui se présente comme une contre-culture. Et à mon avis, enfin moi je reprends le terme parce que, enfin je le reprends pas d'eux, j'utilise le terme de contre-culture pour décrire ce mouvement. Je pense qu'il est utile pour saisir la spécificité de cette constellation idéologique, parce qu'en fait, ces acteurs se saisissent d'un médium qui est considéré comme mineur, c'est-à-dire Internet, pour produire leurs textes. Donc ils écrivent sur des blogs, pour le dire vite. Ils sont relayés entre eux, ils ne se connaissent pas entre eux, ils ne se découvrent que par Internet. Donc ils se saisissent d'un médium qui n'est pas reconnu institutionnellement comme étant un lieu de pensée. Donc il y a déjà un espèce de décalage et d'une forme de marginalité qui est utilisée à des fins tout à fait compréhensibles. Ce qu'ils disent est complètement inacceptable dans l'espace public. L'eugénisme, critiquer la démocratie, surtout comme le fait Yarvin, c'est-à-dire pour vanter une forme de coup d'État, évidemment c'est inacceptable dans l'espace public. Donc ils utilisent Internet non seulement comme médium marginal de contre-culture, mais aussi pour se cacher. Et surtout, il y a une dimension contre-culturelle dans le fait qu'ils se présentent comme étant en lutte face à une hégémonie culturelle qui serait celle non seulement du progressisme, ça c'est évidemment un topos, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans leurs textes, que l'université et les médias sont globalement de gauche démocrate, mais aussi, et ça c'est intéressant, contre le conservatisme un peu bontain du Parti républicain. Et donc typiquement contre ces élites, on va dire, bien installées, voilà, exactement, institutionnelles. Et donc c'est vraiment une contre-culture dans le sens où il y a à la fois un médium qui est saisi, qui est marginal, il y a une position de marginalité au niveau sociologique, en tout cas par rapport aux élites intellectuelles habituelles, mais aussi il y a dans le discours même une volonté de vraiment produire un contre-discours, y compris au sein de la droite. C'est ça qui à mon avis, est très important. Et d'ailleurs, juste un petit aparté sur ce moment où naît ce courant néo-réactionnaire, c'est après les années Bush. Donc il y a une vraie réaction à ce qui est considéré comme une trahison, un échec lamentable du Parti républicain qui a été trop modéré, trop conciliant à l'égard des droits de l'homme, de la morale, de la démocratie, etc. Et donc il y a une volonté de vraiment détruire cet establishment, y compris conservateur. Donc il se présente comme une contre-culture. Et ce qui est intéressant aussi dans la manière dont ils s'expriment, c'est qu'ils vont, parce qu'ils se sentent marginaux et dans une forme de présence contre-culturelle, mobiliser des références qui ne sont pas habituelles du point de vue de la pensée institutionnelle. Donc j'ai parlé du fait qu'ils s'exprimaient sur des blogs et pas dans des livres. Certains ont publié des livres à partir de leurs textes de blog, mais bien plus tard, 15 ans plus tard. Mais initialement, ce sont des blogs, et surtout, dans le style même de l'écriture, il y a de la doctrine, il y a des éléments de théorie, mais qui sont mêlés à du trolling, à de l'ironie, à des références à la pop culture, enfin à la culture de masse, disons plutôt, voilà, à une manière d'écrire qui n'est absolument pas conventionnelle. Donc il y a vraiment la revendication de se présenter comme la nouvelle contre-culture, de la même manière qu'il y a eu une contre-culture dans les années 60-70 de gauche, contre une forme de tradition conservatrice, etc. Ici, il y a la volonté, en tout cas, de se positionner comme contre-culture de droite et de profiter de l'explosion d'Internet comme étant un lieu d'expression de cette contre-culture. Alors, tu as parlé, tu l'as rapidement mentionné, mais moi j'aurais 3 questions sur 3 des principales figures qui apparaissent dans le livre. Donc d'abord, on voit bien que un peu la source de tout ça, c'est donc Curtis Yarvin. Alors, est-ce que tu pourrais très rapidement expliquer son itinéraire ? Et ensuite, j'avais 2 questions plus précises sur ces 2 obsessions. Donc lui, il prône ce qu'il appelle un coup d'État monarchique. Donc moi, je me suis toujours posé la question en voyant ce type d'argument. Quelle est la crédibilité et lui-même prend-il au sérieux la perspective de transformer les États-Unis en monarchie ? Comment il s'y prendrait ? Et sa seconde obsession, qui est, elle, qu'on retrouve partout, et qui est en train un peu, j'ai l'impression, d'arriver dans la culture un peu plus mainstream, c'est la cathédrale. Voilà, donc c'est la métaphore de la cathédrale. Donc, est-ce que tu pourrais l'expliquer aussi ? Mais aussi, alors, est-ce que je la comprends bien ou pas ? Est-ce que la cathédrale, dans son esprit, ça serait un peu l'équivalent de deep state dont parle Trump ? Ou est-ce qu'il y a des nuances ? Voilà. C'est beaucoup de choses, pardon. Non, merci. Je vais essayer de faire synthétique, c'est moi qui suis trop bavard.
Donc Curtis Yarvin, c'est un ingénieur qui a travaillé dans la Silicon Valley, qui en 2006-2007 se met à écrire de manière abondante sur des blogs qui ne sont pas les siens initialement, qui sont des blogs d'ailleurs très lus à l'époque, qui sont des blogs un peu culturels, notamment Two Blowhards, qui était un blog un peu conservateur, mais libéral conservateur initialement, et qui parlait pas que de politique, mais Yarvin s'est fait connaître, et à l'époque il était alors de ses propres termes en sabbatique, donc de manière plus réaliste, au chômage, donc, et il se met à écrire de manière frénétique, et il ouvre ce blog après avoir reconnu un certain succès sur des blogs qui étaient très lus et qui finalement ont mis en avant sa pensée. C'est ça le point de départ. Il est complètement autodidacte du point de vue de la pensée politique. Il a une formation d'ingénieur. Alors il a même commencé un doctorat en ingénierie informatique. Il était assez visiblement doué, mais il n'a jamais fait de pensée politique, jamais d'humanité, de philosophie ou de je ne sais quoi. Et il le revendique. Et dans le style d'écriture, il y a un vrai mépris pour la philosophie et la pensée politique traditionnelle, parce qu'en fait, elle s'encombrerait de termes qui seraient des fictions, alors que lui, avec son regard d'ingénieur, saurait comment régler des problèmes de manière rationnelle. D'ailleurs, il y a le premier texte qu'il publie, son manifeste formaliste, le premier texte fondateur de son blog, commence par « L'autre jour, je m'ennuyais dans mon garage, je bricolais dans mon garage et j'ai décidé d'inventer une idéologie ». Mais en fait, vraiment, c'est ça, ça représente assez bien l'approche, c'est-à-dire autodidacte, cette espèce d'arrogance d'ingénieur par rapport à la philosophie qui en fait s'embarrasserait de concepts, alors que lui verrait les choses de manière rationnelle et déconstruirait en fait nos illusions. Donc ça, c'est son approche. Dans son profil, dans ce qu'il défend, donc il reprend cette idée libertarienne de l'État comme une entreprise, et il dit finalement il faut passer d'une organisation irrationnelle, la démocratie, vers une organisation rationnelle, cette espèce de version PDG roi qui va avoir les tout pouvoirs et qui saura s'entourer d'ingénieurs et prendre les décisions les plus efficaces. Son constat, c'est que en fait, n'importe quel ce qu'il considère comme un constat, c'est que n'importe quel dirigeant politique rationnel saurait que c'est la meilleure version, c'est ce vers quoi tend n'importe quel dirigeant politique, parce qu'il sait que ça lui laisserait les mains libres pour prendre les bonnes décisions. Donc le problème, c'est pas la rationalité de cette transition, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque au milieu. Il y a quelque chose qui empêche la démocratie de se débarrasser d'elle-même pour tomber sur un régime efficace. Et ce qui bloque, c'est la cathédrale. Alors ce qu'il appelle la cathédrale, c'est les universités et les médias qui en fait vivent de l'existence de l'obésité de l'État, dirait-il, c'est-à-dire des subventions publiques, dans sa perspective. Et donc, que font les universités et les médias pour maintenir l'existence de cet État social qui leur permet d'exister, encore une fois, selon sa perspective, c'est qu'elles produisent une idéologie qui formate l'opinion publique. Donc les universitaires produisent une idéologie progressiste, égalitaire, universaliste, que les médias, donc la plupart des journalistes sont formés à l'université, donc relaient, et donc formatent l'opinion publique. Et comme nous avons toujours des mécanismes d'élection, les hommes politiques, même s'ils ont des convictions plus rationnelles, sont obligés de satisfaire l'opinion publique pour se faire élire. Donc en fait, on est dans une sorte de mécanisme vicieux qui entretient la démocratie dans son irrationalité. Et il y a même l'idée que le produit vicieux de cette cathédrale, c'est que les hommes politiques sont même poussés à promettre des dépenses et des subventions toujours plus abondantes pour séduire le peuple. Et donc c'est plus que le deep state, ou alors c'est une version du deep state qui est plus intellectuelle, en gros idéologique. C'est les universités plus les médias qui tiennent le gouvernement par leur production idéologique. Et cathédrale, c'est vraiment au sens religieux. Alors c'est même un jeu de référence, parce que il y a une grande référence de l'ingénierie informatique et de la cybernétique qui présente la cathédrale comme les systèmes d'organisation verticaux et viciés en quelque sorte. Donc c'est une référence à cet écrit, mais je ne vais pas rentrer dedans. On retient surtout la dimension religieuse, c'est-à-dire que les progressistes seraient des sortes de religieux qui dispenseraient leur idéologie pour tenir le pouvoir. Et donc la seule chose à faire, c'est essayer de se débarrasser de la cathédrale. Alors un point très intéressant, je vais essayer de faire très rapide, mais c'est qu'ils conçoivent leur action pas comme étant l'inverse de l'activisme. C'est-à-dire comme l'opinion publique est maintenue, l'idée c'est pas de diffuser ces idées dans l'espace public, c'est de convertir des élites conservatrices à une radicalité réactionnaire pour lorsqu'il y aura une forme d'alternance, comme il y en a souvent aux États-Unis, entre démocrates et républicains, que lorsque les partis républicains arriveront au pouvoir, il y ait parmi ces élites républicaines des gens
tellement convertis à la réaction qu'ils sauront quoi faire une fois en place. Donc il n'y a pas la croyance en un coup d'État massif, c'est un coup d'État par le haut. Et leur objectif, donc par opposition à l'activiste, ils défendent ce qu'ils appellent un passivisme, c'est-à-dire une discrétion, une conversion de certaines élites pour effectuer le changement de régime qui passera par le haut. Et donc que feront les élites une fois en place? Elles détruiront la cathédrale en coupant le budget fédéral. Et donc, évidemment, la notoriété de ces penseurs néo-réactionnaires est apparue lorsque le DOGE a été créé, le fameux département d'efficacité gouvernementale à la tête duquel a été mis Elon Musk, puisque ce que proposait Yarvin, c'est une fois un président allié élu, la première chose qu'il doit faire, c'est engager un PDG qui a fait ses preuves et qui sabrera dans les dépenses publiques de manière radicale et qui, en fait, coupera les racines de la cathédrale d'un coup, et si elle n'est pas morte, c'est fichu parce qu'en fait, elle se vengera. Et donc il faut le faire d'un coup, il faut vraiment couper la cathédrale, se débarrasser des médias, attaquer franchement les universités, les médias, etc., pour ensuite, une fois les mains libres, faire cette transition de régime. Alors, le deuxième penseur à qui tu consacres un chapitre. Et là, j'avoue que moi, je ne le connaissais pas parce qu'il a quand même été, j'ai l'impression, beaucoup moins couvert que Yarvin en particulier. C'est Nick Land. Alors, il est anglais. Alors, lui, il vient de l'université, pour le coup, puisqu'il était philosophe, professeur de philosophie à l'université de Warwick, je crois. Et donc, il vient de la gauche. Tu l'expliques très bien. Je ne rentre pas dans les détails, mais cette conversion d'être tellement anticapitaliste qu'on devient pro-capitaliste ou accélérationniste capitaliste. Bon, vous laisserai lire toutes ces pages assez fascinantes. Mais donc sur Nick Land, je voulais plutôt me concentrer sur la place que tient la Chine, enfin des États comme la Chine ou Singapour aussi, qui a l'air de revenir souvent, dans sa pensée. C'est-à-dire, est-ce que la Chine, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est-ce que c'est un repoussoir ou c'est un modèle pour ces intellectuels comme Land? Et en fonction de ça, comment on peut utiliser la Chine, si c'est un modèle, pour trouver les voies de ce qu'eux verraient comme une renaissance occidentale? C'est-à-dire, est-ce que c'est à la fois donc, un modèle ou bien ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir faire renaître l'Occident? J'arrive pas à avoir trop cette tension. Oui, alors c'est en effet le meilleur point d'entrée pour penser cette question de la Chine, Nick Land, parce qu'en effet, il a eu cette trajectoire particulière en passant par la Chine. Oui. Ça, c'est un point intéressant, c'est qu'il était de gauche, alors d'une gauche bien particulière. Ouais. Il a fini par défendre le capitalisme, surtout au moment où il a commencé à défendre des positions pro-capitalistes au moment où il a émigré en Chine et où en fait il a été fasciné par le modèle chinois. Il a dit en fait c'est le summum du capitalisme aujourd'hui. Alors un capitalisme bien particulier parce que centralisé au niveau étatique, mais il a une fascination pour la Chine. Et donc ce qu'il dit, c'est que finalement l'Occident serait entré dans une grande période de stagnation, notamment à cause de cet état social des démocraties qui empêcherait l'innovation capitaliste parce qu'elle mettrait des freins éthiques. On se demande si on doit faire des expériences sur les animaux, sur les humains, peut-être poser des limites écologiques et ne pas exploiter les ressources sans limitation et sans penser aux conséquences. Et donc ça créerait une forme de stagnation et l'Occident serait dans une forme il appelle ça la démosclérose, donc en fait une sclérose qui serait liée à la démocratie. Et en opposition à ça, lui, il voit la Chine et il dit la Chine, c'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont complètement débridés. Alors certes, ils ont un État qui tient le peuple, mais par contre, sur le plan de l'innovation technologique, il n'y a aucun frein, il n'y a pas de limite éthique. Et donc, il dit finalement, là, le scénario le plus probable, c'est que la Chine devienne chef du monde, c'est-à-dire le leader de cette accélération du capitalisme, alors que le capitalisme vient d'Occident. Donc il y aurait une forme de relais du capitalisme par la Chine qui aurait su se débarrasser de tous les freins qui empêchent l'innovation. Et donc lui dit, le modèle là, de l'histoire qui nous attend, le plus probable, c'est que la Chine continue sur cette voie-là et dépasse l'Occident. Et il dit, il y a peut-être une ouverture, à condition de faire la révolution politique que propose Yarvin, c'est-à-dire ce changement de régime, c'est que l'Occident accepte de faire tomber toutes ces digues morales, surtout promues par la gauche qui fait attention à la fois au climat, à la morale, à l'éthique et aux dominations, ce qui est en fait une bêtise crasse pour lui parce que ça met des freins à l'innovation. Donc le seul moyen pour l'Occident de peut-être concurrencer la Chine, ce serait de faire sauter ces digues et donc la démocratie en premier lieu pour relancer l'innovation technologique.
et donc nous propulser dans un futur qu'il décrit comme transhumaniste et qu'il lui veut voir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est crucial chez lui, c'est qu'il veut voir advenir un futur transhumaniste technologique où l'homme entre en immixtion avec la machine. C'est ça qui est son point central. Et pour répondre à ta question sur la Chine, c'est vraiment les deux. C'est ça qui est particulier. Et c'est pour ça que je pense que je partage ta confusion. C'est que c'est vraiment les deux. Et en fait, c'est plus exactement, et là on dépasse les néo-réactionnaires, mais il y a un discours, et ça a été étudié, notamment il y a une thèse, une chercheuse qui s'appelle Mathilde Veillé qui a travaillé sur ce sujet, c'est qu'il y a une perception de la Chine dans les élites américaines, et en particulier trumpistes, comme étant à la fois le modèle pour l'époque, c'est-à-dire un modèle politique qui ne s'embarrasse pas de la démocratie et qui donc est efficace, avec ce mot de l'efficacité qui revient de manière extrême, mais un refus du modèle culturel que ça implique. Donc il y aurait à trouver une sorte de modèle occidental qui fasse comme la Chine, c'est-à-dire se débarrasse des lenteurs inefficaces de la démocratie, mais qui ne soit pas un modèle totalitaire, qui soit un modèle de liberté. Donc il y a à la fois la dimension modèle sur le plan innovation technologique. Urbaine aussi. Oui, absolument. L'idée que les villes asiatiques sont des accélérateurs technologiques, là où les villes occidentales sont dans la stagnation. Alors la criminalité, l'immigration, enfin il y a tous les poncifs qui reviennent, mais qui donc sont stagnantes. Et donc il faudrait s'inspirer de la Chine à cet égard, mais pas copier le modèle chinois qui est trop culturellement étranger. Et ce qui me semble important, c'est que la néo-réaction valide est en vrai écho avec ce récit qui est en train de s'imposer parmi les élites trumpistes, mais pas que, c'est ça qui est important de dire, c'est-à-dire l'idée qu'on serait entré dans une ère qui est celle de la confrontation impériale entre deux modèles, la Chine et les États-Unis, et que dans cette confrontation, il n'y a plus de place pour la démocratie parce que ce n'est pas un régime approprié à la vitesse de l'époque. Et ça, ils valident, ils anticipent, si j'ose dire, l'imposition de ce récit dans les élites américaines, chinoise visiblement aussi, et je ne veux pas me risquer trop, mais aussi un peu européenne. Le troisième mousquetaire, c'est donc Peter Thiel, qui alors lui aussi est assez fascinant parce que, si j'ai bien compris, contrairement à Yarvin par exemple, c'est pas un autodidacte. Il a fait des études de philo à Yale, je crois. Stanford. Oui, pardon. Et donc lui, il bricole pas dans son coin. Il a un background philosophique très costaud. On est d'accord ou pas, mais on peut pas lui enlever ça. Et mais ça le rend peut-être aussi un peu plus compliqué. Pas que les autres soient très simples, hein, mais donc j'avais deux questions sur lui. Par rapport c'est pour faire un détour par la France, à Stanford, donc si j'ai bien compris, il a rencontré et lu René Girard. Donc, je voudrais savoir quel était le lien avec la pensée de René Girard, pour montrer que donc tout ça est aussi irrigué par une pensée européenne, y compris française. Et, alors ça, c'est la question $1 million. J'avoue ne pas comprendre son obsession pour l'antéchrist. Qui peut faire pouffer, parce que l'antéchrist, ça fait tellement médiéval, et pourtant, c'est central dans sa compréhension du monde. Donc, chez quelqu'un comme Peter Thiel, c'est à la fois le techno-futurisme, optimisme le plus abouti, tout ça enveloppé dans une idéologie qui a 1000 ans, quoi, au moins. Ouais. Voilà. Donc c'est encore une tension qui m'a confuse. J'ai essayé d'être synthétique après ça. Non, je pense que Peter Thiel, moi je le présente comme un promoteur, et je pense que c'est la meilleure manière d'aborder son attitude par rapport à cette constellation néo-réactionnaire. C'est-à-dire que c'est un promoteur économique et politique avant tout, c'est lui qui fait qu'il y a eu un succès de ces idées et qu'il y a eu une reprise de ces idées dans le second Trumpisme, c'est-à-dire à partir de 2024 principalement. Enfin, un peu avant, mais qui a triomphé, on va dire, avec l'élection en 2024. Donc, pourquoi ? Parce que Thiel, il faut le rappeler, est un des seuls soutiens de la tech à Trump en 2016. Ouais. Sinon, la tech se méfie de cette espèce de ce qu'il considère comme étant un fou populiste, et la tech étant relativement élitiste, et avant tout opportuniste sur les questions économiques, se méfiait du Trump très populiste. Thiel a senti quand même le coup et s'est efforcé pendant tout le premier mandat de Trump de réorienter idéologiquement le Trumpisme vers une version plus programmatique, plus élitiste. Et il s'est servi de la néo-réaction, mais d'autres courants idéologiques aussi, pour essayer d'infléchir le Trumpisme vers autre chose que le populisme. Et
il a, en l'occurrence, introduit Curtis Yarvin, dont il a financé la start-up auprès de J.D. Vance, qui était un peu son poulain, qu'il a aussi financé et qui deviendra ensuite vice-président des États-Unis. C'est comme ça que ces idées sont passées, mais aussi à des acteurs économiques comme Marc Andreessen, qui est un autre milliardaire. Bon, je ne vais pas les énumérer, mais bref, il a fait vraiment le lien. Mais la particularité de Peter Thiel, en effet, et c'est, je pense, ce qui fait l'intérêt un peu de ce personnage, c'est que ce n'est pas seulement un promoteur économique et politique, c'est aussi un promoteur intellectuel. Il se voit comme un intellectuel. Il a la trajectoire typique de ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un qui est de la tech, qui est lié à la Silicon Valley, et qui a été libertarien et qui ensuite a viré vers des positions beaucoup plus autoritaires, néo-réactionnaires en particulier. Et à mon avis, un point essentiel à comprendre, c'est que Peter Thiel est obsédé pour des raisons très précises. C'est parce qu'il a des projets technologiques qui sont, des projets entrepreneuriaux et technologiques qui sont très intéressés. C'est-à-dire qu'il est le cofondateur de Palantir, qui est une entreprise de gestion de données, notamment de données de masse, à des fins à la fois de surveillance du point de vue de la politique intérieure et à des fins militaires. C'est-à-dire que Palantir a été utilisé par exemple pour tuer Khamenei en Iran, mais utilisé aussi par des services comme l'ICE, donc la police des migrations états-unienne, mais aussi d'ailleurs dans des gouvernements européens, y compris la France. La DGSE française utilise Palantir. Bref, c'est une entreprise qui a besoin, qui a un projet de collaboration avec l'État et de remplacement de certains services qui auparavant étaient des services régaliens de l'État. Et donc, pour le dire autrement, son projet idéologique est tout à fait lié à ses ambitions entrepreneuriales et économiques. Mais ce qu'il défend du point de vue intellectuel, c'est assez simple, c'est qu'il veut faire sauter toutes les régulations. C'est un accélérationniste comme Nick Land, c'est-à-dire qu'il dit qu'il faut relancer l'Occident, il faut relancer l'innovation technologique en Occident, et donc il faut arrêter avec l'écologie, avec la peur de la technique, l'idée qu'il faudrait peut-être faire attention à l'IA, peut-être faire attention aux questions transhumanistes. Il faut faire sauter toutes ces barrières. Et donc il a élaboré un discours théorique pour justifier ça, mais parce que c'est quand même quelqu'un de malin, il s'est dit personne n'est capable d'entendre ça d'un grand patron de la tech qui a des intérêts directement investis dans le fait que ces choses-là adviennent. Et donc, il a misé depuis le départ, depuis la fin des années 2000, je dirais, sur la conjonction entre les réactionnaires religieux et la tech. Lui, c'est son parti. Et c'est le premier à avoir fait ça vraiment à une grande échelle, c'est-à-dire vouloir à la fois défendre des positions de christianisme, comment on pourrait dire ça, national, conservateur ou réactionnaire, et une dérégulation complète de la tech. Et le seul moyen qu'il a trouvé pour le faire du point de vue théorique, c'est de décrire son projet technologique dans des termes religieux. Et en fait, il a repris des termes religieux, notamment le terme d'antéchrist, le terme, je ne vais pas rentrer dans les détails, de catéchone, d'Armageddon, etc. Mais quand on gratte un peu, c'est un projet technologique. Et d'ailleurs, il renverse complètement ces catégories. L'antéchrist, c'est à ses yeux la menace d'un gouvernement mondial qui serait écologiste, anti-technique, etc. Il va même jusqu'à dire des trucs qui, évidemment, sont hallucinants pour des théologiens, que Greta Thunberg est un des visages de l'antéchrist. Enfin, donc, c'est pas un théologien. Mais il sait qu'il faut traduire ses ambitions technologiques dans un langage qui est accessible à des conservateurs, parce que sinon ils vont pas être... quand on est un catholique traditionnaliste, quelqu'un qui veut mettre des puces dans les cerveaux des gens, c'est pas quelqu'un qui nous est vraiment favorable. Quelqu'un qui dit « je suis en train de lutter contre l'antéchrist », déjà il y a une petite ouverture qui se fait, ou en tout cas en apparence les discours sont conciliables. Et donc Peter Thiel a cette obsession, à mon avis, de la fusion entre des courants qui sont a priori pas compatibles et qui sont au cœur, et c'est pour ça, c'est pas un hasard qu'il a misé sur J.D. Vance, qui sont au cœur de la nouvelle administration Trump, qui a la particularité et l'étrangeté de rallier des courants qui, a priori, ne devraient pas pouvoir coexister. En particulier, la tech, qui veut la dérégulation, etc., les élites réactionnaires chrétiennes qui sont très conservatrices, enfin très attachées à une forme de nature humaine, très religieuse, et le camp populiste qui est toujours là depuis le départ, qui n'a pas disparu. Et en fait, ces trois courants ne marchent pas vraiment entre eux, mais c'est par ce travail de la langue et par cette manipulation, si j'ose dire, des concepts, que Peter Thiel arrive à, en tout cas, essayer de faire tenir cette hétérogénéité ensemble. Et alors, j'avais une dernière question avant de passer à la salle.
parce qu'il y a quelque chose dont on a parlé de plein de choses sauf d'une. La dernière question, c'est où sont les femmes, comme dans la question, parce que tous les penseurs listés dans le bouquin et analysés dans le bouquin sont des hommes. Toutes les références que tu as données sont des hommes. Donc, sont-ils horriblement misogynes? Accepteraient-ils potentiellement de donner une petite place aux femmes ou pas du tout? Alors, misogyne, bon là, ça c'est évident que oui, mais je pense que il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est que la sociologie de ces acteurs, elle est particulière. C'est les milieux, déjà le milieu de l'ingénierie, c'est déjà très masculin. Le milieu de l'ingénierie informatique, visiblement encore plus. Et alors les gens qui sont de droite dans ces milieux-là, je pense que là on a commencé, c'est le qui est, on a fait tomber toutes les femmes. Voilà, donc il y a peu de place sociologiquement à mon avis pour les femmes, et c'est vraiment une sociologie de geek sur Internet à la fin des années 2000 qui parle de politique. Et du Seigneur des Anneaux. Et du Seigneur des Anneaux, de Matrix, etc. Bon, je sais pas, je pense qu'on on prend pas trop de risques en disant que sociologiquement, il y a peu de chances de tomber sur une femme, même si il y en a beaucoup qui sont restés sous pseudonyme, donc on peut peut-être faire la... Bon, moi, je pense qu'on risque pas grand-chose à dire qu'il n'y a pas de femmes parmi ces acteurs. Ensuite, il y a un deuxième niveau de réponse, c'est quelle est la place réservée aux femmes dans leur théorie. Alors, il y a une distinction, à mon avis, qui est importante à faire, c'est qu'on parle souvent de la manosphère sur Internet, qui était aussi une sphère, une constellation idéologique voilà, qui était très forte et qui est pas seulement sexiste, qui voulait, dans le meilleur des cas, la séparation avec les femmes, c'est-à-dire se focaliser sur les objectifs, etc., et pas penser aux femmes, mettre à distance les femmes. Ça, c'est ce qu'on appelle les hommes qui suivent leur propre chemin, les MGTOW, ou les incels qui vont jusqu'à prôner le meurtre de femmes, et ça a déjà eu lieu, notamment au Canada. J'ai oublié le nom de ce tueur. Voilà, donc ça c'est la manosphère ou le masculinisme, on appelle parfois ça avec ce nom. C'est pas exactement la même chose. Là, il y a vraiment une obsession contre les femmes dans le masculinisme. Chez ces néo-réactionnaires, c'est plutôt une critique, on va dire, du féminisme rassemblé sur la question du progressisme, en disant voilà, qu'il y a un fantasme de l'égalité. Bon, ils partent du principe qu'il y a une inégalité entre les sexes, enfin entre les genres, pardon, et qui est indubitable. Donc c'est plutôt un sexisme par proxy, en fait. Pour eux, c'est une évidence naturelle. Ils regardent le QI. Pour eux, il y a moins de femmes qui sont à haut QI, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de femmes dans les élites. C'est comme ça qu'ils pensent la chose. Donc c'est évidemment misogyne. Il y a un fond de sexisme dans les théories. C'est pas du masculinisme comme on a pu en voir sur Internet, mais voilà. Je mettrai une exception. Il y a, alors ça va être très localisé, mais si on veut trouver des femmes, on peut. C'est à New York, il y a une scène artistique qui s'appelle Dime Square, qui est en fait considérée comme étant l'une des scènes artistiques les plus importantes, qui a un peu suivi la même trajectoire que Nick Land, qui était d'extrême gauche et qui a passé à l'extrême droite. Et parmi dans cette scène artistique, il y a plus de femmes qui reprennent l'esthétique de la réaction politique, et notamment du phénomène des tradwives, voilà, de manière artistique, et elles sont en connexion directe avec ces néo-réactionnaires. Elles ont invité Curtis Yarvin dans un podcast qui est très écouté. Voilà. Donc il y a des femmes, mais c'est sur un angle bien particulier qui n'est pas celui de la théorie, qui est plus celui de la récupération esthétique des codes de l'extrême droite comme étant considérés comme étant subversives, en fait. Le plus subversif aujourd'hui, c'est d'être raciste, fasciste ou autre. Voilà. Donc il y a bien des femmes, mais de manière très, très annexe. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Voilà, je sens déjà que ça trépigne dans la salle. Donc je vous donne la parole. Il y a plein de mains qui se lèvent. Oui, merci pour cet exposé. Quelques questions. La première, c'est est-ce qu'il n'y a pas certaines contradictions en fait dans cette pensée? Je pense notamment au quatrième point là, de ces néo-réactionnaires, l'exit, ce que vous appelez l'exit, qui est lié au libertarianisme. L'exit, ça veut dire en fait des migrations, en fait, disons, entre les pays, entre les nations, disons. Or, en fait, j'ai pas trop l'impression que ces néo-réactionnaires soient très favorables aux migrations. Enfin, vous me corrigerez éventuellement. Seconde question, c'est par rapport à l'aspect religieux. Enfin, vous avez insisté sur le fait qu'il y a
Parmi ces néo-réactionnaires, il y en a plusieurs qui sont catholiques. Bon, alors, le plus connu, c'est J.D. Vance. Peut-être que Peter Thiel en fait partie, je ne sais pas. Alors que, enfin, c'est peut-être une impression de ma part, mais j'avais l'impression qu'il y avait une tradition démocrate, disons, chez une partie des catholiques américains. Mais peut-être que là aussi, je me trompe et que les choses évoluent. Et dernière question un peu plus difficile, disons, c'est pourquoi cette pensée néo-réactionnaire comme ça, qui apparaît à notre époque, depuis quelques années. Pourquoi maintenant? Merci. Okay. Alors, je vais essayer de répondre à la première question le plus rapidement possible, parce que je pense que les plus complexes sont les deux dernières. En fait, ils ne sont pas contre l'immigration. D'ailleurs, il y a eu un vrai moment de tension pendant l'année 2025 au sein du Trumpisme sur la question des visas des ingénieurs indiens. Les populistes, je ne dis pas populiste au sens critique, je précise, c'est vraiment au sens technique qu'on utilise en sciences politiques, c'est-à-dire un courant, une manière de présenter un discours, une rhétorique, etc. La partie populiste du Trumpisme est très anti-immigration. C'était Steve Bannon, il faut sauver les blancs défavorisés face à la menace d'une invasion étrangère. Ils sont très anti-immigration et donc ils étaient très opposés à cette venue d'ingénieurs indiens. Les néo-réactionnaires trouvent que c'est génial. Les hauts QI indiens, on les prend avec grand plaisir. Et cette notion d'exit, il ne faut pas la comprendre en mauvais sens. C'est-à-dire que vous pouvez partir, mais si personne ne vous accepte, tant pis. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de fermer la frontière quant à l'immigration. On choisit qui fait partie de la société. Vous avez le droit de partir, mais il faut que quelqu'un vous accepte. Donc il y a l'idée d'une hiérarchie entre les États, et il va y avoir des États, j'utilise en reprenant leurs termes, des États poubelles qui vont faire les tâches ingrates pour le reste de l'humanité. Donc la production, et même, alors pas les principaux penseurs, mais d'autres imaginent que la gestion des déchets de l'humanité pourrait être, c'est déjà un peu le cas dans certains pays, mais pourrait être complètement systématisée avec tous les rebuts de toutes les sociétés qui s'occupent des déchets de l'ensemble des autres États dans le monde. Donc vraiment, ce qui paraît dystopique, mais qui leur semble bien fonctionner. Donc il n'y a pas l'immigration, pas contre par principe, mais à condition que ce soit une immigration choisie, il n'y a pas de souci. Parce que il y a du racisme par proxy à chaque fois. C'est pas sauver les blancs. Il y a un mépris de la classe moyenne blanche qui est énorme. Ils reprennent une métaphore des Seigneurs des Anneaux en disant il y a les elfes et les hobbits. Et les hobbits à QI bas ou moyen, ils les trouvent ridicules, quoi. Ils n'aiment pas ils aiment pas les pauvres. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Enfin, les pauvres, ou ce qu'ils considèrent comme étant la classe populaire moyenne. Voilà, donc ils préfèrent évidemment un ingénieur indien au QI à un blanc médiocre à leurs yeux. La deuxième question sur le catholicisme. Alors, le catholicisme, oui, il y a des catholiques démocrates, mais là, il y a une vraie une vraie tendance aujourd'hui dans le catholicisme américain, qui n'est pas tellement néo-réactionnaire. J'ai parlé des trois pôles tout à l'heure qui composent un peu le Trumpisme. Moi, je les appelle national-populistes. Donc ça, c'était Bannon, ce que j'ai décrit à l'instant. Il y a les néo-réactionnaires qui sont liés à la tech, et il y a ce courant que je sais pas moi qui l'appelle, mais je reprends ce terme de post-libéral. Ce sont justement ces chrétiens réactionnaires qui veulent retourner à une interprétation non libérale de la Constitution américaine. Et là, il y a quelques catholiques, notamment Adrian Vermeule, qui est un professeur de droit à Harvard, catholique, Patrick Deneen, qui est proche de J.D. Vance, qui sont des catholiques réactionnaires. Anton, qui est complètement dans cette... qui était au Claremont Institute, qui est proche et des néo-réactionnaires et des post-libéraux, et aussi qui a été au gouvernement, qui a été directeur de la planification politique avant de démissionner parce qu'il considérait que ce n'était pas à la hauteur de son intelligence. Non, mais c'était un peu l'intello de la Maison-Blanche, et il est en connexion avec tous ces... Michael Anton, c'est vraiment un personnage clé. Mais voilà, dans le catholicisme de droite aujourd'hui aux États-Unis, il y a des courants extrêmement réactionnaires. Et juste ajouter que le paradoxe, c'est que ces catholiques américains détestent le pape américain. Alors, il y a une nuance à apporter à ça, c'est la position de J.D. Vance récemment par rapport à l'encyclique qui est récente, donc qui met un peu en frein littéralement aux néo-réactionnaires. C'est vraiment une réaction aux manipulations qui ont été faites par Peter Thiel et par un certain nombre d'acteurs. Donc une encyclique qui a trait à la question de l'IA et qui appelle à une forme d'humanisme, en fait, je sais pas. Et qui cite le Seigneur des Anneaux. Et donc, j'ai oublié son nom, mais le pape a un conseiller IA,
Et je pense que cette personne est très au fait de ces débats idéologiques parce qu'il a la réponse qu'il a concoctée, à mon avis, assez en phase avec l'époque. Et c'est loin d'être anachronique. Oui, du coup, J.D. Vance a quand même reconnu, enfin voilà, il n'a pas été en rupture avec le pape. Il a dit que c'était une forme de prudence à adopter. Donc voilà, J.D. Vance est plus prudent que les plus radicaux des néo-réactionnaires. Concernant les néo-réactionnaires sur la question du catholicisme, à part Peter Thiel qui utilise le catholicisme plus qu'il est vraiment catholique, parce que j'essaie de retrouver la formule qu'il utilise pour se décrire. Il ne se définit pas comme catholique. Il emploie une formule très étrange. Ça va me revenir tout à l'heure, mais voilà, il vient du protestantisme. Il est visiblement en voie de conversion au catholicisme. À ma connaissance, je ne sais pas s'il est converti au catholicisme. D'accord. Mais c'est le profil assez typique de ces acteurs de nouveaux convertis au catholicisme. C'est le cas de Vance. C'est le cas de Denis, de Vermeulen également. C'est souvent des convertis au catholicisme. Voilà. Et donc le cas de Peter Thiel, pour moi, est quand même une exception chez les acteurs néo-réactionnaires de la tech, qui sont généralement loin de la question religieuse. Et d'ailleurs, dans le livre, ça se voit, en fait, c'est très varié. Il y a Yarvin, alors il a des origines juives, mais il se revendique athée. Nick Land se désintéresse assez de la question, il est d'origine un peu nietzschéenne, si on veut. Il y a un blogueur qui s'appelle Bronze Age Pervert, donc le pervers de l'âge de bronze, qui se revendique païen. Voilà. Il y en a qui envisagent le développement de l'intelligence artificielle comme une nouvelle forme de religion, donc une forme de déisme. C'est très varié, mais en fait, on comprend que la religion n'est pas essentielle. Ce qui est d'autant plus intéressant qu'aux États-Unis, c'est quand même central. Et là, on a affaire à des idéologues qui se construisent sans vraiment de rapport à la religion. Ce qui, à mon avis, fait un peu l'originalité de ce courant, puisque les post-libéraux dont je parlais se placent clairement dans la tradition du christianisme conservateur, voire réactionnaire américain. Voilà. Mais donc... voilà, le catholicisme, et en plus, je pense qu'il ne faut pas trop faire de généralité, parce que même l'évangélisme, le christianisme évangélique qu'on a souvent associé au national-populisme, en fait, c'est plus compliqué, parce que tous les évangéliques ne sont pas des trumpistes. Donc voilà, on ne peut pas associer un courant religieux à un courant politique. Je pense que ce serait trop simpliste. Et votre dernière question, pourquoi maintenant ? Moi, c'est aussi ce qui m'a intéressé dans cet objet, c'est que c'est, à mon sens, l'une des premières idéologies politiques qui a une forme de succès politique qui est née exclusivement sur Internet. C'est du jamais vu pour moi. C'est des gens qui ne se connaissent pas, qui étaient sous pseudonyme, qui de manière décentralisée, par leurs débats, par leurs commentaires des textes qu'écrivaient les autres, ont élaboré une doctrine. Il y a même un moment où dont je parle dans le livre, où pendant quelques semaines, il y a une forme d'explosion des discussions, et en fait, ils se fabriquent vraiment sur le tas, de manière très artisanale, une doctrine minimale, avec des schémas, des bibliographies, enfin, de manière vraiment presque, j'ai envie de dire, enfantine du point de vue de l'histoire des idées. On a l'impression que c'est vraiment du bricolage, et pourtant, ça a marché. Et ça, je trouve que c'est peut-être ce qu'il y a de plus nouveau. Et donc, pourquoi maintenant à l'époque ? C'est qu'il y a une dimension contre-culturelle par rapport au médium, et aussi... Pourquoi à l'époque ? C'est qu'il y a un fait qu'il faut, à mon avis, admettre, et qui est difficile à admettre, mais qu'il faut admettre, c'est que la contre-culture, dans les années 2010, c'était l'extrême droite, et qu'on a aujourd'hui le fruit de cette domination contre-culturelle de l'extrême droite sur Internet, et qui maintenant récolte les fruits politiques de cette victoire contre-culturelle. Et c'est le cas en France aussi. Oui, bonsoir. Merci beaucoup. Moi, j'ai lu votre livre et je ne peux pas m'empêcher de penser à des ados qui ont mal grandi, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont été nourris aux jeux vidéo ou à la mauvaise science-fiction. Enfin, j'ai l'impression de bricoleurs, sauf éventuellement Peter Thiel, et quand Curtis Irving, Nick Lang, j'ai l'impression de ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vois ce qui vous fait penser ça. Je vais pas aller contre vous, puisque l'impression, je comprends qu'on puisse l'avoir. Moi, je pense que c'est juste dangereux, en fait, de les aborder simplement comme ça, parce que ce n'est pas que du trolling, ce n'est pas que des blagues, ce n'est pas que du bricolage. Il y a une forme de tradition intellectuelle, il y a ce qu'on pourrait appeler une intertextualité, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont lire et citer des auteurs.
Et dans certains cas, il s'agit vraiment d'intellectuels. On peut critiquer ce terme, je ne sais pas, mais moi je considère que ce sont des véritables producteurs d'idées. Nick Land, je pense que c'est une des figures de la philosophie contemporaine les plus importantes, qui, quand il était de gauche, a été lu par énormément de philosophes contemporains. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la philosophie, mais ce qu'on a appelé le réalisme spéculatif, qui est le courant majeur de la philosophie continentale dans les années 2000, ils ont tous lu Nick Land. C'est une figure centrale de l'élaboration de ce courant-là. Bon, maintenant, évidemment, il ne s'en revendique pas parce que ce serait un peu compliqué. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a eu une réception philosophique importante. Bon, maintenant, plus, puisqu'il a fait sa conversion. Donc, c'est plus compliqué qu'un ado qui aurait mal vieilli, même si, évidemment, il y a des références à la science-fiction qui peuvent nous déranger par rapport à ce qu'on a l'habitude de se faire comme idée de la philosophie. Et je vous parlais de Bronze Age pervert, là, le fameux pervers de l'âge de bronze. Il fait exprès de jouer le troll, et il fait le troll en conscience, et sa stratégie elle est explicite. Il dit voilà, maintenant l'époque elle est comme ça, on ne peut plus gagner la bataille des idées en écrivant des livres. On gagne la bataille des idées en faisant des mèmes et en faisant ce qu'il appelle des pranks, donc je sais pas comment traduire ça, pas des blagues, mais des canulars, en tournant en dérision ses ennemis. Et c'est un docteur en théorie politique de Yale. On l'a appris 10 ans plus tard, il s'est fait connaître sous pseudonyme, mais c'est quelqu'un qui avait fait une thèse dans une école de straussienne, avec un directeur de thèse tout à fait légitime. Et quand il écrit son livre, il y a vraiment cette volonté de correspondre aux nouveaux moyens d'expression et avec une stratégie de conquête, avec l'idée que les livres, c'est le vieux monde, et si on veut que nos idées fonctionnent, il faut adopter les nouvelles méthodes. Donc, pour moi, il y a un piège dans le fait de les lire que comme ça, même si, pour les mettre à distance, c'est aussi une bonne manière de les tourner en dérision. Bonjour, déjà. Vous avez notamment caractérisé la pensée NRX par le rejet de la démocratie, la croyance en une hiérarchie sociale verticale et le techno-optimisme. Peut-on penser qu'il y a un parallèle avec la pensée de Marinetti, voire pourrait-on penser que la pensée NRX est une actualisation de la pensée de Marinetti? Merci. Donc, NRX, en effet, c'est l'abréviation pour néo-réactionnaire. Donc, Marinetti, qui est celui qui a écrit le manifeste du futurisme italien dans les années 20, enfin, en tout cas, je ne sais plus si c'est dans les années 20 ou peut-être en 1919, non, je pense que c'est au début des années 20. Et qui a rejoint le fascisme mussolinien, et qui a la particularité, en effet, comme son nom l'indique, d'intégrer de manière positive la technique, et avec l'idée que le fascisme peut totalement doit potentialiser la révolution industrielle et donc le progrès technique. Il y a plusieurs acteurs de néo-réactionnaires qui font référence à Marinetti, notamment Marc Andreessen, qui a écrit un manifeste techno-futuriste et qui considère que Marinetti est un pionnier qui est un point de départ ou une référence essentielle dans le techno-futurisme que lui défend. Autre référence qui n'est pas futuriste à proprement parler, mais qui est vraiment liée à ce moment fasciste qui intègre des éléments à la fois esthétiques, puisque Marinetti c'était un écrivain, un artiste aussi. C'est Evola, qui était j'essaie de le caractériser, une espèce d'esthète, écrivain, penseur politique, etc., à mon avis artiste aussi, et qui, lui aussi, avait développé quelque chose qui pouvait déjà ressembler un peu à de l'accélérationnisme, mais et qui était fasciste, qui se définissait même comme plus que fasciste. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le fascisme vu de droite », si ça vous donne une petite vision du personnage. Et voilà est repris, en effet, par certains néo-réactionnaires, y compris Nick Land, comme étant une référence. Donc oui, le fascisme italien, et en particulier la branche esthétique qui est liée au futurisme, est très importante, même si Evola n'était pas vraiment futuriste à proprement parler, c'était plutôt il venait du dadaïsme, enfin bref, c'est du détail. Ça va même jusqu'à, je vais donner un exemple, alors il y a des fantasmes de créer des États qui seraient des prototypes d'États néo-réactionnaires, et notamment un projet dont je vais retrouver le nom, qui a lieu en Silicon Valley, enfin en Californie,
et le PDG qui a été mis à la tête de ce projet, qui a vocation à créer un État indépendant qui, dans le cas où il y aurait un démocrate qui reviendrait au pouvoir, accueillerait tous les chefs, les chefs d'entreprise de la Silicon Valley dans un État qui serait indépendant et qui donc ne serait pas victime des régulations démocrates. Et le PDG, donc ça a été financé par Thiel notamment, le PDG de cette entreprise a fait lire Evola à tous ses employés. Et donc, autrement dit, il a fait lire un fasciste à tous ses employés. Donc la référence au fascisme, et en particulier à la branche esthétique, donc futuriste du fascisme, est très importante. Après, moi, je pense que voilà, il n'y avait pas tout dans le futurisme non plus. Et d'ailleurs, il y a des futuristes qui n'ont pas été fascistes. Donc, y voir une pure prémisse à la fois du fascisme et maintenant de la néo-réaction, je pense que c'est insuffisant, mais les parallèles sont évidents. Quel est le rôle de l'argent? Est-ce que ça compte pour eux? Sûrement beaucoup. Oui, comme je le disais, l'idéologie, c'est jamais que des idées. Hein. C'est ce que je disais avec Peter Thiel tout à l'heure, c'est-à-dire que le concept même d'idéologie essaie d'exprimer, en tout cas de la manière dont je le comprends, la production intellectuelle avec une pratique concrète, sociale, politique, etc. Ce que fait Peter Thiel quand il défend l'accélération technologique, la dérégulation du capitalisme, quand il vient en Europe, y compris en France, intervenir à l'Académie des sciences morales et politiques et dire soit vous dérégulez, soit vous êtes foutus. Il y croit peut-être, mais l'essentiel de ce moment de défense intellectuelle de ses idées, c'est aussi un moment de promotion économique de son modèle. C'est-à-dire que si on dérégule, c'est forcément dans l'intérêt des entreprises qui bénéficient de cette dérégulation. Donc oui, l'intérêt matériel est évident. Après, la question, c'est, comme vous l'avez tourné, c'est l'argent. Moi, je serais peut-être un peu plus nuancé, c'est-à-dire que l'intérêt n'est pas forcément monétaire. Par exemple, Elon Musk, est-ce que maintenant l'intérêt c'est l'argent? Je crois que c'est tout autre chose. C'est-à-dire que c'est un rapport à l'intérêt matériel qui est pluriel, c'est-à-dire c'est la domination politique, la possession territoriale, etc. C'est des choses qui dépassent largement la question monétaire. Oui, merci pour cet exposé. J'étais absent les 10 premières minutes, mais j'avais bien raccroché les wagons. Moi, j'avais une question concernant, plusieurs en fait remarques. La première, c'est, vous avez parlé de la Silicon Valley comme étant un peu le laboratoire de la tech américaine. Il semblerait que d'après certains travaux, que ça soit déplacé au Texas. Et en tout cas, il y a notamment un auteur là, qui a parlé de ça. Et il y aurait un lien entre la tech et les religieux du Texas. Ce qui est pratique, c'est qu'au Texas, il y a aussi du pétrole. Il y a aussi la NASA, etc., etc. Bon, et souvent une idéologie assez réactionnaire. Concernant Peter Thiel, qui a une espèce de lubie obsessionnelle de l'antéchrist, je me demande si finalement, lui, il ne roule pas pour l'antéchrist, justement. D'un point de vue, si on y croit, hein, bien sûr. Parce que si on lit bien les textes, c'est exactement le contraire, en fait. C'est tout l'inverse. Ce qui est extrêmement dangereux, puisque, en fait, je ne développerai pas, mais les gens qui savent me comprendront. Ensuite, le rôle du sionisme. Parce que en réalité, la plupart des chrétiens, j'ai pas dit antisémitisme, j'ai bien dit antisionisme. Les plus réactionnaires et les plus fanatiques sont quand même les chrétiens sionistes américains et à l'échelle mondiale, on peut dire. Et donc, sans vouloir tout mélanger, parce qu'il y a une hétérogénéité un peu de tout ça, donc c'est un peu difficile de s'y retrouver. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même le fantasme de puissance et mondiale, de régner sur les cœurs et les esprits. Alors, donc je vais essayer de répondre. Votre première question, oui, vous faites référence à Fred Turner, qui est un sociologue de la Silicon Valley, qui a écrit un texte très important, enfin je pense que vous avez visiblement lu et qui me semble en effet crucial pour comprendre
la trajectoire de la tech américaine, enfin états-unienne, pardon, c'est ce qu'il appelle le passage de l'idéologie californienne à l'idéologie texane. C'est-à-dire qu'il y aurait le moment où s'est élaborée l'idéologie de la tech surtout dans les années 60-70, c'était une idéologie libérale de connectique universelle. C'est-à-dire on allait se servir de la technologie, en particulier d'Internet, pour connecter l'ensemble du monde et d'apporter idéalement la paix, parce que quand les gens seraient connectés, forcément ils se comprendraient mieux et donc ils feraient moins la guerre. Et on serait passé de ce fantasme, de cette utopie-là, à autre chose, et ça coïncide, selon lui, au mouvement de certaines entreprises de la Silicon Valley de sortir de la Silicon Valley pour aller s'installer dans le Texas. Et donc, il parle d'une idéologie texane qui serait extractiviste, c'est-à-dire qui en fait se tournerait non plus vers la question de la connectique numérique, donc simplement des réseaux sociaux qui mettraient en relation les humains, mais de l'extraction des ressources nécessaires pour faire fonctionner la grande machine du capitalisme numérique. Autrement dit, les data centers, donc l'énergie pour les faire fonctionner, l'eau pour les refroidir, etc., etc. Et donc, il y aurait, selon lui, un tournant presque matériel de la tech vers le Texas pour aller s'approvisionner en ressources dans une perspective extractiviste et qui irait avec son tournant réactionnaire et droitier. Ça a été nuancé par d'autres sociologues qui montrent qu'en fait la Silicon Valley a toujours déjà été dans cette perspective extractiviste. Elle est née du complexe militaro-industriel qui a investi des sommes énormes dans la Silicon Valley. Et qu'en fait, ce récit permet d'illustrer ce tournant droitier d'une partie de la tech, mais qui est pas, c'est beau de voir ce déplacement géographique, mais en fait la Silicon Valley avait déjà ça en elle-même. Ce qui est intéressant, moi je préfère un autre auteur qui s'appelle Arnaud Aurin, qui est un historien de l'économie, qui a écrit un livre qu'il faudrait lire. Il a déjà eu un écho médiatique, mais il faudrait encore plus en parler, qui s'appelle Le Monde confisqué, dans lequel il dit qu'en fait c'est plus qu'on a eu une transformation du capitalisme à l'échelle globale qui est passée justement de ce fantasme libéral ce qu'on a appelé la fin de l'histoire à un moment donné, c'est-à-dire du commerce comme étant pacificateur de conflits, à un moment de prise de conscience de la limitation des ressources, notamment avec l'explosion du capitalisme numérique et donc le fait qu'on a pris conscience que les ressources nécessaires à faire fonctionner le capitalisme numérique étaient limitées, donc il fallait se les approprier, à un capitalisme qui ne fonctionne plus de manière horizontale et dans un fantasme des échanges qui apporterait la paix entre les nations, mais un capitalisme vertical qui est incarné très bien par la stratégie d'appropriation territoriale et des ressources par les entreprises de la tech elles-mêmes. Et donc pour lui, il y a la forme politique qui correspond à chacun de ces moments, c'est-à-dire le capitalisme libéral qui commence après la guerre et qui finit au début des années 2000, c'est la concordance, le fantasme des institutions internationales qui régulent les conflits. Et désormais, la forme politique qui correspondrait à notre époque, c'est celle de l'Empire. Et dans les empires, il revient dans l'histoire, il revient au XVIIe, il revient au XIXe, à chaque fois qu'il y a des empires, les entreprises jouent des rôles essentiels dans l'appropriation des ressources, et ils pensent que ce qui est en train de se passer avec la tech, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elles fonctionnent comme presque des racines pour aller s'approprier un peu partout dans le monde des ressources pour faire fonctionner ce système. J'ai résumé à grands traits, en fait, lisez le livre, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc je pense que plus que cette logique d'idéologie texane, etc., je pense qu'il faut voir plus loin, et il faut aussi revenir aux origines de la Silicon Valley, qui étaient déjà en fait empreintes de cette approche extractiviste. Sur la question du sionisme chrétien, oui, le sionisme chrétien est essentiel dans les courants nationaux. Comment on pourrait les appeler ? C'est pas tous les nationaux populistes, mais en tout cas, il y a des branches du christianisme évangélique trumpiste qui sont essentiellement sionistes chrétiennes. Mais ça ne veut pas dire que tous les chrétiens évangéliques sont des sionistes chrétiens. Il y a une forme de... Voilà, ça se recoupe, mais faut pas caricaturer. Et je pense que je le mettrais en opposition avec les néo-réactionnaires, qui ne s'intéressent justement pas trop à cette question, parce que c'est, encore une fois, se poser des questions de légitimité, de morale, c'est s'embarrasser de concepts dont ensuite on est victime. Eux, ils veulent penser de manière rationnelle, pragmatique, etc. Le sionisme, c'est un grand récit religieux, ça marche pas. Voilà, donc moi je mettrais un peu ça en distance. Un bon exemple de sionisme chrétien, c'est Pete Hegseth, qui en effet lui incarne très bien ça, mais c'est pas du tout la majorité du trumpisme. Bonjour, moi je voulais vous poser une question par rapport à ce que vous dites dans votre livre à la fin. Vous parlez de modestie démocratique pour peut-être faire front face à ce problème que vous avez décrit dans votre livre. Est-ce que j'ai bien compris ou pas ?
Oui, démocratique, dans le sens où l'ignorance, l'imperfection qui caractérise les démocraties, finalement, c'est pas si mal. Moi, je suis ravi que ça vous... D'habitude, quand on en parle, les gens sont déçus, ils disent que c'est nul comme motif d'espoir. En fait, c'est plutôt par réaction de... Je me suis posé la question, en fait, en écrivant le livre, qui a vocation à être plutôt analytique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grandes propositions, je ne me sens pas complètement capable de fournir une réponse à ces acteurs, à ces discours. Mais je me suis rendu compte en l'écrivant qu'il y avait quand même quelque chose qui revenait, c'est qu'ils avaient une détestation commune, une obsession. Ce qu'ils voulaient vraiment détruire, c'est ce que moi j'identifie comme étant un espace autonome du politique. C'est-à-dire l'idée que la communauté politique, elle n'a pas encore décidé son destin. Elle est dans une réflexion permanente, dans une incertitude permanente sur savoir ce que c'est son destin. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'être dans une forme d'angélisme par rapport à la manière dont la décision se fait en collectivité. Ça peut être très conflictuel, ça peut être de manière délibérative, avec une démocratie qui fonctionne, mais aussi avec des mouvements protestataires, des conflits, etc. Mais l'idée qu'en fait, notre destin comme communauté politique n'est pas scellé par quelque chose qui nous dépasse, c'est-à-dire une loi biologique, une loi économique de marché, une loi religieuse, c'est accepter qu'il y ait une forme d'incertitude quant à ce qui nous attend en tant que communauté politique, les choix qu'on fait collectivement. Et c'est ce à quoi il s'attaque. Il y a plusieurs citations dans le livre, mais juste une de tête. Yarvin dit « Singapour, c'est génial, ils ont éradiqué la politique ». Et en fait, c'est quoi la politique? C'est l'incertitude par rapport à ce qu'on veut faire collectivement. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, que tout se passe bien dans ces cas. Hein. Je dis pas, voilà, la démocratie peut souvent avoir des problèmes. Mais finalement, par la négative, on comprend ce qu'il y a à sauver, peut-être. C'est cette espèce d'incertitude par rapport à, en tout cas, l'ouverture du champ politique à quelque chose d'incertain. Et je pense que ça, c'est la première étape. Et la question de la modestie, c'est autre chose. C'est encore l'idée que, à mon avis, moi, personnellement me tient à cœur en négative à ce que j'observe chez ces acteurs, ce qui me gêne le plus en fait, c'est que je pense que je suis attaché profondément à cette espèce d'éthique de l'altérité, c'est-à-dire qu'en fait le champ autonome du politique, c'est aussi la possibilité de se sentir déstabilisé, d'accepter d'être déstabilisé dans ses convictions par autre chose que soi. Et ça ne veut pas dire, encore une fois je répète, la délibération où tout le monde s'entend bien et tout le monde est gentil. Ça c'est peut-être un peu utopique. Mais l'idée qu'on puisse être déstabilisé dans sa propre conviction. Ça me semble être l'éthique minimale de la démocratie, et c'est précisément à ça qu'il s'attaque. C'est-à-dire, il y aurait des règles, des lois, une forme de rationalité qui dépasse tout ça. Finalement, la démocratie, c'est une illusion, c'est une forme de mécanique rouillée qui ne sert à rien, où on se fait croire justement qu'existe un tel espace de décision et de confrontation, d'indétermination politique, et donc il faut le balayer. Je pense que s'il y a un lieu à partir duquel défendre la démocratie, c'est précisément parce qu'en fait, il y a c'est pas simplement qu'on y tient parce que c'était historiquement notre tradition, c'est qu'en fait, il y a une qualité intellectuelle, culturelle, politique, de vie qui est attachée à ce modèle-là, qui est supérieur aux régimes autoritaires. Parce que là, il y a toujours un inquestionné dans ce qu'ils défendent, c'est que pour eux, parce qu'un régime autoritaire est efficace, déjà ça on pourrait le questionner, mais parce qu'un régime autoritaire est efficace, la vie est meilleure. Mais en fait, ça c'est pas du tout évident. Les gens qui vivent sous des régimes autoritaires, généralement, ils veulent vivre dans des régimes non autoritaires. Et en fait, oui, mais c'est difficile de défendre pourquoi. Et en fait, je pense qu'une des pistes, c'est cette idée qu'il y a des espaces d'incertitude, on pourrait presque appeler une éthique libérale de la discussion. Je ne dis pas libérale au sens économique, libérale dans le sens où on accepte de se remettre en question dans ses propres convictions, d'accepter un espace d'indécision, de modestie, quant à son propre dogmatisme. Et ça me semble qualifier la démocratie. C'est très minimal, je sais que c'est insatisfaisant, mais ça me semble être au moins un des lieux à partir desquels il s'agit de proposer des réponses. Je prends juste 2 dernières questions. Bonjour. Alors merci pour votre conférence déjà. Et j'aurais déjà peut-être juste une petite remarque. Vous parliez du techno-optimiste caractériserait la pensée néo-réactionnaire. Mais Curtis Yarvin a écrit un manifeste techno-pessimiste. Il y a après d'autres auteurs aussi qui sont pas forcément sur cette ligne, même peut-être Nick Land. Vous aviez l'air de formuler comme s'il était un militant presque de l'accélérationnisme. J'ai plus l'impression que c'est plutôt par dépit que par conviction qu'il adhère à cette vision que lui-même a forgée. Mais ma question, c'est plutôt sur la scène française. Est-ce que vous auriez un mot pour parler des néo-réactionnaires français ? Peut-être notamment le blog Rage Culture et le traité néo-réactionnaire du cofondateur.
J'ai l'impression qu'il y a eu une petite publicité qui s'est glissée. Curtis Yarvin a écrit un manifeste techno-pessimiste, mais qui est une réponse au texte de Marc Andreessen, qui est un manifeste techno-optimiste. Et globalement, c'est une réponse au fait que le texte de Andreessen est assez minable intellectuellement. Je pense qu'on peut le reconnaître assez objectivement. Et Yarvin critique avant tout l'espèce de naïveté d'Andreessen. Mais dans les textes de Yarvin est quand même pro-technique. C'est le dernier texte qu'il a publié sur fin décembre 2025. Il appelle à la création parce qu'il s'inquiète du fait que Trump a commencé la révolution, mais qu'il n'est pas allé assez loin. Donc il dit comment est-ce qu'on peut accélérer la révolution pour changer le régime. Et il dit on va créer un parti et on va mobiliser les foules on va ordonner plutôt les foules parce qu'il s'agit de les discipliner à partir d'une application qui fonctionnerait un peu comme Pokémon Go mais dans la politique, c'est-à-dire qu'on va dresser les gens pour agir vraiment de manière efficace. Je caricature, hein, c'est pas exactement ce qu'il dit, mais et donc la technologie est un médium tout à fait acceptable pour opérer la révolution politique. Donc il y a une forme de techno-optimisme à cet égard, mais vous avez raison sur le fait que Yarvin est pour moi le moins techno-optimiste de tous, c'est le bord le plus politique. Néanmoins, il y a quand même un techno-optimisme évident chez lui, mais je dirais qu'il n'est pas accélérationniste, ça c'est assez clair, vous avez raison. Nick Land, pour moi, là je suis en désaccord avec vous, il est accélérationniste, j'essaie de chercher ce qui vous fait dire que c'est par dépit. Pour moi, c'est vraiment un accélérationniste. Peut-être qu'il a de ceci différent avec ceux qui sont peut-être plus proches de ce qu'on appelle l'accélérationnisme efficace et qui, voient l'innovation technologique comme un moyen d'ordonner la société. Lui, c'est plutôt pour provoquer un futur complètement imprévisible, c'est-à-dire quelque chose comme un dépassement de l'humanité, etc. Donc c'est un accélérationnisme moins fonctionnel sur le plan politique, mais qui reste un accélérationnisme. Enfin, j'ai du mal à voir pourquoi ce serait par défaut, mais en effet, il y a différents types d'accélérationnisme. Il y a des accélérationnismes plus politiques que d'autres, et lui, c'est vraiment l'idée d'une projection dans un futur. Il veut la fusion de l'humain avec la machine, pas de manière à améliorer la qualité de vie des humains, mais vraiment à provoquer un futur science-fictionnel quasiment. Mais je pense qu'il reste accélérationniste. Mais vous me direz peut-être plus tard pourquoi vous pensez qu'il l'est par défaut. Arnaud, tu es d'accord pour prendre une dernière question? Ça va? Oui, c'est moi qui vous piège en fait. Non, pas du tout. Pardon, oui, les Français, il y a une réception depuis la deuxième moitié des années 2010 dans des blogs, donc en effet Rage Culture étant le principal. Il y a eu un moment, début des années 2020, de publication dans la maison d'édition de Julien Rochdy, qui a été l'ancien président du Front National de la Jeunesse, qui est en contact avec ces acteurs néo-réactionnaires français, qui a publié donc à la fois des traductions de Nick Land, de Curtis Yarvin et donc ce fameux livre de Nîmes. Désormais, c'est un peu plus large du fait de la médiatisation de ces acteurs avec Trump. Il y a une forme de réception plus large dans la droite. Il y a eu un article qui a été publié récemment, un article écrit par Martin Bernier, qui essayait de faire un peu l'état des lieux de cette réception de la néo-réaction en France. Et globalement, pour faire très simple, le RN s'en fout et Zemmour est plutôt favorable à ce genre d'idée. Voilà. Oui. Donc d'abord merci pour cette présentation. Et j'avais une question sur l'accueil de ces idées par la Heritage Foundation, qui est à l'origine du projet de Trump, le projet de 2025. Là. Comment ont été reçues toutes ces idées par la Heritage Foundation? Alors, moi, je pense que c'est encore c'est un sujet à creuser. De ma compréhension de la Heritage Foundation, c'est plutôt un courant qui se rapproche des post-libéraux, donc plutôt ce que j'ai appelé les chrétiens réactionnaires, enfin plutôt ce côté-là, avec un projet qui n'est pas celui de changer l'État en entreprise. Il y a certes l'idée d'une réduction du budget, une rationalisation de l'État, mais qui va pas aussi loin que ce que je décris, qui est plutôt traditionnel en fait. Parfois on parle de conservatisme fiscal pour décrire cette position. C'est plus radical que ce qu'on a vu dans le conservatisme classique américain, mais c'est pas en totale rupture avec cette tradition-là.
Voilà, c'est surtout la forme en fait. Heritage Foundation, c'est pas si étonnant du point de vue de l'histoire de la droite américaine, à mon sens, enfin républicaine. C'est plutôt la forme, c'est-à-dire le projet vraiment, le programmatique, et qui ensuite se retrouve dans certaines propositions et décisions. Mais pour moi, c'est pas vraiment la veine néo-réactionnaire. Il y a des jonctions, en effet, mais c'est plutôt ce qui émane de la droite institutionnelle qui se rapproche de ce que j'ai appelé moi post-libéralisme, c'est-à-dire les universitaires, les journalistes institutionnels, et le fait que ce soit un think tank institué va plutôt aussi dans ce sens-là. On va pouvoir remercier Arnaud Miranda et Françoise Coste. Il s'agissait d'une rencontre avec Arnaud Miranda autour de son ouvrage intitulé « Les Lumières sombres, comprendre la pensée néo-réactionnaire », publié aux éditions Gallimard, et Le Grand Continent, enregistré à la librairie Ombre Blanche, jeudi 4 juin 2026, et réalisé et mis en onde par Radio Radio, en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.